Bonsoir mes amis, on entre maintenant dans la troisième partie de cette formation. Jusqu'ici, on a posé les bases, on a vu le matériel, on a compris ce que la machine manipule réellement, des bits. On a appris à les lire, à les interpréter, à comprendre leur structure et leurs limites. Dans cette nouvelle partie, on passe à la pratique. On ne va plus seulement lire des données, on va écrire des instructions. On va modifier l'état du processeur. On va contrôler directement son comportement, instruction par instruction. Dans cette troisième partie, on va introduire les instructions de base. Mais avant d'entrer dans la pratique, il faut poser un cadre clair. On va revenir brièvement sur l'architecture, préciser l'environnement utilisé dans cette formation et comprendre comment un programme passe d'un fichier source à un exécutable. Cette formation se déroule sur l'architecture x86 en 64 bits. Cette architecture porte plusieurs noms. x86-64, AMD 64, Intel 64. Ces appellations peuvent prêter à confusion, mais elles désignent la même chose, une extension 64 bits de l'architecture x86, introduite par AMD, puis adoptée par Intel. Dans la pratique, ça signifie que le code en langage d'assembleur écrit ici fonctionne aussi bien sur les processeurs AMD que sur les processeurs Intel. Même jeu d'instructions, même logique, même fonctionnement. En revanche, et c'est un point crucial, cette architecture n'est pas universelle. Les machines Apple récentes, équipées de puces M1, M2 ou M3, utilisent une architecture différente, ARM 64. Et cette architecture n'est pas compatible nativement avec x86-64 au niveau du jeu d'instruction. Ça veut dire qu'un programme écrit pour x86-64 ne peut pas être exécuté directement sur ARM 64. Dans ce cas, une couche de traduction est nécessaire. Sur macOS, cette couche s'appelle Rosetta. Elle permet d'exécuter du code x86-64 sur une machine ARM 64. Mais ça reste une traduction. Même si mon matériel est basé sur Apple Silicon, l'architecture étudiée ici reste bien x86-64. Et si jamais j'acquiers une machine x86-64 en natif, en cours de formation, je vous tiendrai informé. On va maintenant regarder la structure du fichier source utilisé dans cette formation. J'affiche le template à l'écran. Ce fichier est volontairement minimal. La première ligne, bit 64, indique à l'assembleur qu'on travaille en mode 64 bits. Ça permet d'utiliser les registres 64 bits et ça détermine comment les instructions sont transformées en code machine, c'est-à-dire en une suite de bits que le processeur peut exécuter. Ensuite, on déclare une section de code avec section.txt. Cette section correspond à la partie du programme qui contient les instructions exécutées par le processeur. Concrètement, quand le programme est chargé en mémoire,
Cette section est placée dans le segment texte de la mémoire vive. C'est donc dans ce segment de la mémoire que se trouve le code machine que le CPU va lire et exécuter. On déclare ensuite un point d'entrée avec global underscore main, puis le label underscore main. C'est à partir de cette étiquette que le programme commence son exécution. La zone d'instruction correspond à l'endroit où on va écrire du code pour expérimenter dans cette formation. Tout ce qu'on veut observer devra être placé dans le registre RAX à la fin de cette zone. La fin du programme place la valeur contenue dans RAX dans le registre RDI pour l'utiliser comme code de retour du programme. Cette approche permet de vérifier le résultat sans dépendre d'un affichage ou d'une bibliothèque externe. On reste au plus proche de la machine. Une fois le programme exécuté, on peut vérifier le résultat avec la commande echo $, qui affiche le code de retour du dernier programme exécuté. Passons maintenant à la dernière partie. Comprendre comment on passe d'un fichier source à un programme exécutable. On va utiliser 3 éléments. L'assembleur NASM qui transforme le fichier source en fichier objet. Le linker LD qui transforme ce fichier objet en programme exécutable. Et enfin la commande // qui permet d'exécuter ce programme. On part donc d'un fichier texte, on obtient un fichier objet, puis un programme exécutable. Le processus se fait en plusieurs étapes. Première étape, l'assemblage. L'assemblage consiste à traduire le code écrit en langage d'assembleur en code machine, c'est-à-dire une suite de bits que le processeur peut exécuter directement. Concrètement, on part d'un fichier texte en langage d'assembleur, lisible par un humain, et on obtient un fichier objet contenant ce code machine. Pour ça, on utilise NASM. NASM est l'assembleur utilisé ici. "-f Mako64 indique le format du fichier objet à produire. Ici, Mako64 correspond au format utilisé sur macOS en 64 bits. Template.asm est le fichier source. Et -o template.o indique le nom du fichier de sortie. Cette commande prend le fichier source, l'assemble au format macOS 64 bits et produit le fichier objet template.o. Deuxième étape, l'édition de liens. L'édition de liens consiste à transformer ce fichier objet en un programme exécutable. Le linker relie les différentes parties du programme entre elles, définit le point d'entrée et produit un fichier que le système peut lancer. Pour ça, on utilise le linker LD. LD est le programme qui réalise l'édition de liens. -macOS version min 10.13 indique la version minimale de macOS compatible avec le programme généré. -e_main
définit le point d'entrée du programme. L'exécution commencera à partir du label _main. Tiret statique permet ici de produire un exécutable sans dépendre de bibliothèques externes. Dans ce contexte minimal, c'est nécessaire puisqu'on ne passe pas par un environnement d'exécution standard. Le fichier template.o est le fichier objet en entrée et -o template indique le nom du programme exécutable qui sera généré. Cette commande prend le fichier objet template.o, définit _main comme point d'entrée et produit un programme exécutable nommé template. Il est possible qu'un avertissement apparaisse lors de l'édition de liens. Il indique que certaines informations sur la plateforme cible ne sont pas précisées dans le fichier objet. Dans ce contexte, c'est pas bloquant. L'option -macOS version min permet de préciser la cible et le programme sera correctement généré. Troisième étape, l'exécution. Pour lancer le programme, on utilise la commande /template. Quatrième et dernière étape, la vérification. Echo $, affiche le code de retour du dernier programme exécuté. Dans notre cas, ce code de retour correspond à la valeur placée dans le registre RAX à la fin de la zone d'instruction. Ce processus, assemblage, édition de liens, exécution, correspond à ce qu'on appelle une chaîne de compilation. Même si ici, on ne passe pas par un compilateur au sens classique. Avant de passer à la suite, il est important que tout fonctionne de votre côté. Template, assemblage, édition de liens, puis exécution. Si quelque chose bloque, vous pouvez le signaler en commentaire. Je prendrai le temps de répondre. Dans la prochaine vidéo, on commencera à manipuler les premières instructions de base. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de cette formation en langage d'assembleur. Bonsoir mes amis, on a maintenant un template de programme prêt à être exécuté. On sait où écrire du code, on sait l'assembler, le lier et l'exécuter, mais pour l'instant, ce code ne fait rien. Maintenant, on passe à la pratique. Concrètement, on va copier des données, calculer, manipuler des registres et voir ce que fait réellement une instruction. On commence par l'instruction la plus importante. Move. Move signifie to move. Mais attention, c'est pas un déplacement. C'est une copie. Quand vous écrivez une instruction move, vous copiez une valeur d'un endroit vers un autre. La source ne change pas. Seule la destination est modifiée. Concrètement, le processeur lit une valeur et écrit cette valeur ailleurs. Prenons un premier exemple. Move RAX, 5. Ici, on copie la valeur 5
dans le registre RAX. Ce que fait réellement le processeur, c'est écrire la représentation binaire de 5 dans les 64 bits du registre RAX. Ici, on travaille volontairement avec des registres 64 bits, comme RAX. La notion de taille est importante, mais on la détaillera dans la prochaine vidéo. On peut aussi écrire une valeur de différentes façons que j'affiche à l'écran. Peu importe l'écriture, binaire, hexadécimale, au final, c'est toujours une suite de bits qui est copiée dans le registre. Maintenant, regardons un autre cas. Move RBX, RAX. Ici, on copie le contenu de RAX dans RBX. RAX ne change pas. RBX reçoit exactement la même valeur. On ne déplace rien. On duplique la valeur. Maintenant, regardons un point important lié à notre environnement de formation. Ici, on copie une valeur sur plusieurs bits dans RAX. RAX peut contenir 64 bits. Mais quand le programme se termine, le système ne conserve que les 8 bits de poids faible comme code de sortie. La commande echo affiche donc uniquement ces 8 bits. Même chose ici, avec un chiffre en hexadécimal. RAX contient bien toute la valeur sur 64 bits, mais au moment où le programme se termine, seuls les 8 bits de poids faible sont conservés comme code de sortie. La commande echo n'affiche donc que le dernier octet. Jusqu'ici, on a manipulé des registres. Mais un programme ne vit pas uniquement dans les registres. Il manipule aussi la mémoire. Et pour accéder à la mémoire, on utilise une adresse. Move permet aussi de travailler avec la mémoire. Par exemple, Move RAX avec RBX entre crochets. Ici, on ne copie pas RBX dans RAX, on utilise RBX comme une adresse mémoire. Concrètement, le processeur va lire l'adresse contenue dans RBX, accéder à cette adresse en mémoire, lire la valeur qui s'y trouve et la copier dans le registre RAX. À ce stade, il faut bien distinguer deux choses. Copier une valeur directement, une constante ou une valeur déjà présente dans un registre, et copier une valeur depuis la mémoire via une adresse. Dans les deux cas, Move fait la même chose. Il copie. Mais le chemin pour obtenir la valeur n'est pas le même. On introduit maintenant une instruction parfois mal comprise, Léa. Léa signifie Load Effective Address. Mais le nom est trompeur. Contrairement à Move, Léa ne lit pas la mémoire. Léa ne va pas chercher une valeur en mémoire. Elle calcule une expression et place le résultat dans un registre. Concrètement, le processeur n'accède pas à la mémoire, il effectue simplement un calcul. Prenons un premier exemple.
Avec move, je copie la valeur 5 dans RAX. Avec Léa, je calcule l'expression RAX plus 3. Et le résultat est placé dans le registre RBX. Et donc ici, 5 plus 3 égale 8 dans RBX. Et avec move, RAX reçoit ensuite cette valeur pour servir de code de retour du programme. On peut faire des calculs un peu plus complexes. J'affiche un autre exemple à l'écran avec RAX x 2 plus 6. Donc 5 x 2 plus 6 qui donne 16. Mais attention, regardez la différence à l'écran entre les deux instructions. Avec move, on lit en mémoire. Le processeur va accéder à l'adresse RAX plus 3 en mémoire et lire la valeur qui s'y trouve. Mais si cette adresse est invalide, le programme peut planter. Maintenant, la version avec Léa. Le processeur calcule simplement RAX plus 3 et place le résultat dans RBX. Visuellement, la syntaxe se ressemble, mais le comportement est différent. Quand on utilise move avec crochet, il y a un accès mémoire, tandis que Léa ne fait que calculer. Du point de vue matériel, la différence est importante. Move peut déclencher un accès mémoire. L'opération dépend alors de la mémoire et peut être plus lente. Léa utilise uniquement l'unité de calcul. Il n'y a pas d'accès mémoire et donc une exécution plus directe. Avec move et Léa, on a déjà des briques fondamentales. Copier des données, accéder à la mémoire, manipuler des registres, calculer des expressions et des adresses. C'est avec ces instructions qu'on commence réellement à contrôler la machine. Dans la prochaine vidéo, on verra les tailles de données, les registres partiels et l'impact concret de la taille dans les instructions. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir mes amis, dans la vidéo précédente, on a commencé à manipuler les premières instructions. On a vu comment copier des données, comment calculer, et surtout, comment la machine exécute concrètement ce qu'on écrit. Mais pour vraiment comprendre ce qu'on fait, il faut aborder la taille des données et les registres partiels. Parce que, en langage d'assembleur, selon sa taille, une même valeur peut ne pas avoir le même effet à l'échelle du registre. Et ce qu'on va voir ici ne dépend pas d'une instruction en particulier. Ça concerne toutes les instructions qui écrivent dans un registre. Avant d'aller plus loin, je rappelle brièvement qu'un registre n'est rien d'autre qu'un conteneur de bits. Ces bits n'ont aucune signification en eux-mêmes. Un même motif binaire peut représenter un entier, une adresse mémoire, un caractère ou autre chose. La machine, elle, ne voit que des bits. Je rappelle aussi que les registres principaux en x86-64 sont RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI,
RBP, RSP et R8 à R15. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'un même registre peut être vu à différentes tailles. C'est ce qu'on va voir ce soir. Prenons un exemple. RAX. RAX est un registre de 64 bits. Mais ce même registre peut être utilisé sous différentes formes. RAX 64 bits, EAX 32 bits, AX 16 bits, AL les 8 bits de poids faible et AH les 8 bits juste au-dessus. Ce ne sont pas plusieurs registres, c'est le même espace mémoire vu différemment. On peut le représenter comme une découpe. RAX du bit 0 au bit 63, EAX des bits 0 à 31, AX des bits 0 à 15, AL des bits 0 à 7 et AH des bits 8 à 15. Maintenant, on arrive au point le plus important de cette vidéo. Quand on écrit dans un registre partiel, que ce soit avec move, léa, add, qu'on verra plus tard dans cette formation, ou toute autre instruction, on ne modifie pas forcément tout le registre. Prenons un premier exemple avec AX. Ici, on modifie uniquement les 16 bits de poids faible dans RAX. Deuxième exemple avec AL. Ici, on modifie seulement les 8 bits de poids faible. Résultat, RAX égale 5. Troisième exemple. Cas plus parlant avec AL. En écrivant dans AL, seuls les 8 bits de poids faible de RAX changent. Quatrième et dernier exemple avec AH. Ici, on modifie uniquement les bits 8 à 15 de RAX. Même logique dans tous les cas. On modifie une partie du registre et le reste ne change pas. Mais il y a un cas spécifique en 32 bits important à saisir. Si on écrit dans EAX, ici, on a comme résultat RAX égale 1. Pourquoi? Parce que écrire dans EAX met automatiquement à 0 les 32 bits de poids fort de RAX. C'est ce qu'on appelle la zero extension. Et donc, écriture dans AL et AH, on modifie 8 bits. Écriture dans AX, on modifie 16 bits. Et écriture dans EAX, on modifie les 32 bits de poids faible et on met à 0 les 32 bits de poids fort. Si on ne s'en souvient pas, on va créer des bugs sans comprendre pourquoi. Regardons ce code et le résultat. Les 32 bits de poids fort sont mis à 0. Ce n'est pas un bug du processeur, c'est un comportement normal. En langage d'assembleur, la taille n'est jamais implicite. Chaque instruction dépend de la taille des données manipulées. Et donc, regardez ces opérations, même valeur apparente, effet différent
sur le registre RAX. À ce stade, il faut retenir 3 choses. Un registre est un conteneur de bits, sans signification intrinsèque. Un même registre peut être vu à plusieurs tailles. 8, 16, 32, 64 bits. La taille change le comportement. Écrire dans une partie du registre ne produit pas le même effet selon la taille. Cas critique, écrire dans EAX remet à 0 les 32 bits de poids fort de RAX. À partir de maintenant, on ne peut plus ignorer la taille. Chaque instruction qu'on écrit a un effet précis sur les bits. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur l'adressage mémoire. On verra comment accéder aux données avec les crochets, construire des adresses et distinguer clairement calcul et accès mémoire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir mes amis, dans les vidéos précédentes, on a commencé à manipuler des registres. On a vu comment copier des données, calculer et comprendre l'impact de la taille des données dans les registres. Mais un programme ne vit pas uniquement dans les registres. Il manipule aussi la mémoire. Cette mémoire est organisée en plusieurs niveaux. Le cache, très rapide, et la RAM, plus lente. Quand un processeur accède à une adresse, il vérifie d'abord si cette adresse est en cache. Si oui, la donnée est lue immédiatement. Sinon, il faut aller la chercher plus loin dans la hiérarchie mémoire, jusqu'à la RAM si nécessaire. Mais ce mécanisme est automatique et invisible pour nous. Donc, en langage d'assembleur x86-64, on raisonne simplement en mémoire, sans distinguer cache et RAM dans le code. Et pour accéder à la mémoire, il faut comprendre ce qu'est l'adressage mémoire. Il y a une règle simple. Quand vous voyez des crochets, c'est un accès mémoire. Prenons un exemple. Move RAX entre crochets RBX. Ici, on ne copie pas RBX dans RAX. On utilise RBX comme une adresse mémoire. Concrètement, le processeur lit l'adresse contenue dans RBX, accède à cette adresse, lit la valeur et la copie dans RAX. A l'inverse, move RAX RBX. Ici, il n'y a aucun accès mémoire. On copie directement le contenu du registre. Et donc, dès maintenant, vous devez faire une distinction claire. Sans crochet, manipulation de valeur. Avec crochet, accès mémoire. Accéder à la mémoire, c'est pas seulement utiliser une adresse brute, on peut aussi calculer une adresse. Exemple, move RAX RBX plus 8 entre crochets. Ici, l'adresse utilisée est RBX plus 8. Et point important, en x86-64, chaque adresse correspond à un octet. Donc, plus 8 signifie on avance de 8 octets en mémoire. Concrètement, le processeur lit l'adresse contenue dans RBX, ajoute 8 et accède à cette nouvelle adresse. C'est ce qu'on appelle base plus offset, décalage.
La base est RBX, l'adresse de départ, et l'offset est 8, c'est-à-dire le nombre d'octets à rajouter. On peut aller plus loin. Move RAX avec entre crochets RBX plus RCX x 4 plus 8. Ici, l'adresse utilisée est RBX plus RCX x 4 plus 8. Et chaque élément a un rôle. RBX est la base, RCX est l'index, 4 est le scale, le multiplicateur appliqué à l'index, et 8 est l'offset. Le processeur calcule cette adresse, puis il accède à la mémoire. Par exemple, avec RBX égale 0x 1000 et RCX égale 2, et avec la même expression arithmétique, l'adresse calculée est donc 0x 1010. Le scale peut uniquement valoir 1, 2, 4 ou 8. Ce sont les seules valeurs que le processeur sait utiliser directement dans le calcul d'adresse. Ce calcul est intégré dans le matériel et il fonctionne qu'avec ces valeurs. Ces valeurs correspondent aussi à des puissances de 2. On peut les relier à des décalages binaires, mais on verra plus en détail cette notion de décalage un peu plus tard dans la formation. Avant de voir concrètement comment l'adressage relatif à RIP fonctionne, il faut comprendre le problème que cet adressage résout. Quand un programme est exécuté, il est placé quelque part en mémoire. Par exemple, une donnée peut se trouver à une adresse précise et le code y accède sans problème. Mais ce programme peut être placé ailleurs en mémoire, à une autre adresse. Un programme n'a pas d'adresse fixe à l'avance. Quand il est lancé, le système le charge à une adresse qui peut varier d'une exécution à une autre. Si on utilisait des adresses écrites en dur dans le code, les accès risqueraient de ne plus fonctionner. Par exemple, avec une adresse fixe comme 0x 1010, ça ne marche plus, parce que la donnée n'est plus à cette adresse. Pour éviter ça, on ne raisonne plus en adresse absolue, mais en relatif par rapport à RIP. Au lieu de dire « la donnée est à telle adresse », on dit « la donnée est à une certaine distance par rapport à la prochaine instruction dans le code ». Et c'est exactement ce que permet l'adressage relatif à RIP. Le processeur part de la position de la prochaine instruction, RIP, et calcule l'adresse à atteindre en fonction d'un décalage. Il existe donc un mode d'adressage important à connaître, avec RIP et avec un offset vers label. Ici, on n'utilise pas un registre général comme base, on utilise RIP, le pointeur d'instruction, qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Concrètement, l'adresse utilisée est calculée par rapport à RIP, avec un décalage qui permet d'atteindre label. Un label est un nom donné à une position en mémoire dans le programme. Regardons l'exemple à l'écran. Ici, le mot-clé rel indique un adressage relatif à RIP et valeur est un label. Il correspond à une adresse en mémoire dans le programme. L'instruction lit la valeur stockée à cette adresse et ici, 42 sera chargé dans RAX.
Pourquoi c'est utile? Parce que même si le programme est chargé à une adresse différente en mémoire, les accès aux données continuent de fonctionner. On utilise l'adressage relatif ARIP, notamment pour accéder à des données globales ou à des constantes, ou bien pour accéder à du code indépendant de la position. On verra ça plus en détail plus tard dans cette formation. À ce stade, il faut retenir 3 choses. Les crochets signifient toujours un accès mémoire. Une adresse peut être construite dynamiquement. Base, index, scale et offset. Et surtout, il faut distinguer clairement calcul d'adresse et accès mémoire. Cette vidéo clôt la 3e partie de cette formation, dédiée aux premières instructions. Dans la prochaine partie, on va s'intéresser aux opérations arithmétiques. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de cette formation en langage d'assembleur.